Voici donc la première vidéo concernant ce chapitre numéro 3 du cours de stabilité béton et génie civil. Donc, par rapport à ces 8 chapitres, nous situons ici dans le troisième sur les murs et ouvrages de soutènement, qui est un des plus gros chapitres donc, de cet ouvrage théorique. Alors, ce qu'on va essayer de faire ici, on va essayer de scinder ce premier chapitre en ne parlant uniquement d'abord que de généralités concernant ces murs de soutènement, et on va en voir 3. Pour commencer en termes d'introduction, on va voir le mur poids, le mur en pierre et le mur en briques. Première chose à faire ici, les généralités. Alors, si on devait définir un mur de soutènement ou un ouvrage de retenue de terre, ce serait simplement de dire que un mur de soutènement serait un ouvrage qui serait en matériaux différents. Ça peut être du béton, ça peut être de la brique, ça peut être du métal, ça peut être du PVC, ça peut être même parfois même de l'aluminium dans certains cas spécifiques. Donc c'est vraiment un matériau qui est propre à chacun des cas rencontrés, à la situation demandée, et qui servirait à, soit, comme on le voit sur la droite, créer une différence de niveau de part et d'autre de notre mur, ou alors simplement de retenir, comme vous le voyez, une certaine quantité de remblai. Donc on voit que ça c'est vraiment la fonctionnalité principale d'un ouvrage et d'un mur de soutènement, c'est soit de créer un dénivelé entre deux niveaux de terre qui étaient de manière continue au préalable, et on crée ainsi une différence de niveau, ou alors on vient stocker des terres en remblai derrière. Donc ça c'est vraiment le but principal de cet ouvrage de soutènement. Ces deux éléments, que ce soit le terrain en place et le remblai, amènent un effort qui est la poussée des terres, qu'on exprimera souvent en kilonewtons. La manière dont ces ouvrages vont retenir cette poussée des terres, il y en a de 3 façons possibles. La première manière de retenir cette poussée, c'est par le poids important de l'ouvrage. La deuxième, c'est son ancrage et sa fiche dans le sol, c'est la distance que vous voyez tout simplement ici. Et en troisième lieu, c'est l'ancrage en tête d'ouvrage de notre mur. Donc en fait, on le verra, c'est simplement un câble qui vient tirer ici en tête de notre mur et qui maintiendra notre élément en place. Donc on aura toujours la fiche du mur plus l'ancrage en hauteur. Si on apprend des exemples pratiques et concrets, on voit que la première méthode de retenue d'effort par le poids de l'ouvrage, on peut voir, on a des murs en pierre en haut à droite, on aura des murs en gabion situés en bas à gauche qui sont à redans, donc avec des genres d'escaliers si vous voulez. Et enfin, on aura ici sur la droite les stablocs. Donc ce sont des éléments pleins en béton qu'on assemble un peu comme des briques Lego. Et là, comme je vous disais, on a les murs en gabion qui ont ces notions en redans un peu en escalier. Ça, c'est la première manière de retenir la poussée des terres. La deuxième manière, comme on le voit, c'est l'encastrement de l'ouvrage dans le sol par ce qui s'appelle la fiche. Alors là, on peut le faire par des murs cantilevers en L que l'on voit couler ici sur place. On peut le faire à l'aide de parois moulées. Ce sont des grandes parois en béton qui sont d'une très grande profondeur, on le verra aussi par la suite. Ou alors, comme vous le voyez, sépare tout simplement l'encastrement de notre mur dans une dalle ici inférieure. Donc là, on peut voir vraiment qu'on a différentes possibilités d'encastrement d'ouvrage sur ceux que l'on rencontre dans la vie pratique et professionnelle. Et cette paroi moulée peut amener vraiment à quelque chose de spécifique, à savoir un bassin. Donc on voit vraiment complètement ici à l'intérieur un bassin circulaire où l'excavation s'est faite ici à l'intérieur et on a laissé le terrain naturel tout autour à la périphérie. Et là, qu'est-ce qui maintient l'ensemble en place? C'est ce qu'on ne voit pas, mais ce serait ici en dessous, en fait, la fiche de notre paroi moulée dans le sol. Troisième méthode possible, c'est les ancrages. Donc là, je vous ai montré un ancrage pour un mur en pieux séquent. On voit donc les tiges qui ressortent ici et que l'on enfonce profondément dans le sol. Sur des parois moulées, vous les avez ici. Et enfin, sur des rideaux de pales planches, vous les retrouvez encore ici, sur toute une série de pales planches.
Ça, c'est vraiment la globalité qu'on peut donner sur les ouvrages et les murs de soutènement. Après, si on vient plus en détail, notamment sur le premier qui est le mur poids, le mur poids, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Alors, ce qu'il fait, en fait, il retient simplement comme l'entièreté des ouvrages les terres. Ça, c'est son but principal. À base de quoi est-il fait? ben, Le mur poids peut être de plusieurs matériaux possibles. Il peut être, comme vous le voyez, en béton, avec une grande masse de béton au niveau de l'assise, et un voile qui est continu comme ceci. On peut avoir, comme je vous l'ai montré, des murs en gabion qui sont les uns sur les autres et dont la globalité, j'y mets la globalité, fait en sorte qu'on ait un mur qui est un mur poids, d'une grande valeur en termes de masse. C'est ça l'intérêt ici à rechercher, c'est qu'on a une masse qui est relativement importante. Alors pourquoi est-ce que on dit souvent que les murs poids sont stables? Il suffit de comprendre les schémas de sollicitation sur les ouvrages. De manière générale, on estime que on a une poussée horizontale qui s'applique sur notre mur. Et ce qui va réellement s'appliquer dans notre mur, c'est la composante qui allie de 1 la poussée des terres derrière le mur, et de 2 le poids de l'ouvrage. Mais comme ici le poids de l'ouvrage est très grand, on incline très fortement en fait la résultante générale des forces vers le bas. Et donc, si on avait un effort de poids de l'ouvrage qui serait très faible et qui s'arrêterait jamais ici, on aurait une résultante qui serait beaucoup plus inclinée par rapport à l'horizontale. Et ça risquerait de créer, comme vous voyez, un basculement de notre mur. Donc, le mur poids est stable parce que justement il a une très grande composante verticale et une inclinaison par rapport à cette verticale de la résultante générale des forces qui est aussi très faible. Et donc c'est ça qui nous permet d'avoir vraiment un ouvrage qui est stable. Parfois les ouvrages en mur poids sont au niveau de leur base inclinés, alors souvent on incline la base ici et ici, pas pour faire joli, mais pour essayer de donner une résistance au glissement latéral de notre mur. C'est à ça que servent ces deux pentes. En termes de dimension, ça dépend à chaque fois de ce que l'on a à reprendre comme terre à l'arrière de notre mur, mais on estime souvent que ici, l'épaisseur globale tourne, la largeur à la base de notre mur tourne aux alentours des 2/3 de la hauteur de notre ouvrage. Donc ça, c'est un ordre d'idée. Maintenant, il peut y avoir dans certains cas des spécificités qui amènent des différences en termes de dimension. Pourquoi est-ce qu'il est important par rapport à ces murs poids de drainer les terres qui sont situées à l'arrière? En fait, il faut savoir que quand vous avez des terres qui poussent sur un mur, ce ne sont uniquement que les particules solides du sol qui poussent sur ce mur. Quand vous allez avoir un niveau d'eau qui ne fait qu'augmenter parce que soit le drain est bouché ou qu'il n'y a pas de présence de drain tout simplement, votre niveau d'eau quand il monte, vos particules solides, elles, vont commencer à flotter dans cette eau et vont être, entre guillemets, adjointes à la poussée que l'eau pourrait avoir sur le mur. Donc vous allez avoir avant la situation où le mur était, les terres étaient sèches, où c'était uniquement les particules de sol qui poussaient sur le mur. Et puis quand vous avez un niveau d'eau qui monte derrière le mur, vous allez avoir l'eau qui pousse, plus encore l'action des particules de terre qui vont pousser sur le mur, qui vont être amoindries puisque forcément ces particules de sol flottent dans l'eau, mais qui auront quand même aussi une influence. Donc vous allez avoir en fait, quand il y a de l'eau, deux poussées en fait. La poussée due à l'eau et la poussée due aux terres. Quand il n'y a pas de l'eau, forcément ce n'est qu'uniquement la poussée due aux terres. Alors vous voyez que c'est pour ça qu'il est très important de créer en fait des réservations dans le mur qui sont en fait des trous de 2 à 5 cm de diamètre, voire plus si on est dans un mur de très grande hauteur, et c'est ce qui s'appelle des barbacanes. Donc en fait ce sont des trous qui vont permettre de laisser s'évacuer notre eau. Et de cette manière, vous voyez ici, on va avoir derrière notre remblai la possibilité de laisser une évacuation d'eau. Alors quels sont les cas particuliers qu'on peut rencontrer pour des murs poids? Alors je vous ai pris un cas particulier vraiment général qui est un polder. Donc les polders, ce sont les extensions de terre que vous avez aux Pays-Bas et qui permettent de canaliser l'action de l'eau. En fait, l'entièreté du noyau de notre mur ici est vraiment considérée comme un mur poids puisqu'il retient
l'action de la poussée de l'eau qui tenterait à un moment donné de s'infiltrer et de passer outre. Deuxième cas un petit peu plus concret en termes de construction, c'est les murs en béton plein. Donc les murs en blocs de béton plein, ce sont des blocs que vous empilez les uns sur les autres et qui permettent une séparation entre éléments ou la retenue de terre, peu importe. Mais vu leur grande masse, cette masse va aider à la stabilité générale du mur. Vous avez ensuite les murs à terre végétalisables. Donc là, en fait, ces murs végétalisables, c'est en fait des murs qu'on emboîte les uns sur les autres, que l'on remplit de terre et dans lequel on laisse pousser la végétation. Alors, le cas le plus courant ici en Belgique, comme vous le voyez, c'est le cas le long des autoroutes de la liaison E40 Liège-Bruxelles. Et là, vous avez des murs anti-bruit qui séparent la E40 avec la voie de chemin de fer qui relie Liège à Bruxelles. Comment est-ce qu'on crée en fait ces murs? C'est pas compliqué, on crée d'abord à la base une petite semelle en béton qui est de minimum 30 à 40 cm d'épaisseur et vous avez ensuite des éléments que vous venez empiler entre distances finies. Vous réglez l'assise par des petites cales en bois pour le régler de niveau et vous venez poser les plots dessus. Vous mettez ensuite les dalles. Qu'est-ce que vous faites à l'arrière? Vous voyez qu'il y a une réservation qui est située ici et qui est présente dans l'entièreté des plots d'assises. En fait, ça peut permettre de créer en fait un tirant qui est un tirant métallique qu'on vient simplement noyer dans le remblayage ici des terres et que l'on compacte par la suite. Donc aux étages suivants, vous voyez, on peut se servir de ces tirants que vous voyez qui sont des renforts et une fois que eux sont placés par la personne ici, à chaque fois dans les réservations, on vient simplement remblayer et puis on compacte. Et on empile en fait les couches les unes après les autres. Et de cette manière, on remblaye les terres à chaque fois dans nos dalles et on a notre mur végétalisable. Ça, c'est le résultat fini rencontré. Le deuxième mur est le mur en pierre. Alors vous voyez ici par l'illustration, en fait, dans cette illustration, vous avez trois zones. Vous avez la première zone qui est ici, le mur en lui-même. Vous avez la deuxième zone qui est la fondation du mur, où les pierres sont déjà d'un calibre un petit peu plus gros. Et vous avez ensuite la troisième zone, où là vous avez la zone de drainage, où là vous voyez vous avez un mélange entre des gros diamètres de pierre et des beaucoup plus petits, pour laisser s'évacuer tout simplement notre eau. Donc ça, ce sont les possibilités pour un mur dit à pose à sec. Donc c'est vraiment des pierres qui sont emboîtées les unes sur les autres et qui sont mises à sec. Et c'est le poids de chacune des pierres qui va faire en sorte que notre mur restera stable. Et à l'arrière, comme vous le voyez, on a ici la pose des diamètres un peu plus petits. Ça, c'est la pose à sec comme je vous l'ai montré. Maintenant, il existe encore la possibilité de rejointoyer les pierres. Alors là, dans ce cas-là, vous créez avec le mortier une liaison entre chacune des pierres. Et avec ça, vous avez un mur qui normalement doit mieux résister aux efforts de poussée, puisqu'il y a ce lien entre chacune des pierres, en plus du poids de chacune d'entre elles, qui vient se mettre l'une sur l'autre. Donc là, on pourrait estimer, souvent on estime que la résistance à la poussée des terres sur un mur rejointoyé est de l'ordre de 15 à 20% supplémentaire par rapport à un mur posé à sec, mais ça dépend encore à chaque fois du calibre des pierres pour ces murs dits posés à sec. Alors une autre petite astuce aussi qui peut exister, c'est que parfois sur certains murs, vous avez l'impression que le mur a une apparence en pierre, alors qu'en fait ce sont simplement des blocs de béton dans lesquels on a mis un parement en pierre. Donc les murs en pierre tels que moi je vous les ai montrés, ce sont des murs pleins, vraiment des murs en pierre pleines, exactement mises suivant un calpinage tel que l'ouvrier est en train d'effectuer, mais il existe aussi des possibilités pour faire des variantes de ce système. Donc là c'est le premier système où je vous montre les blocs en béton avec le parement et vous avez vraiment l'impression au final que vous avez un mur en pierre, sauf que c'est juste un parement en pierre fendu, collé les unes sur les autres. Autre possibilité que vous voyez ici sur l'illustration de gauche, ce sont des blocs béton où il y a une matrice qui fait appel, je dis bien qui fait appel, c'est pas nécessairement une vraie pierre, mais qui fait appel à l'apparence de pierre. Et vous avez juste à les emboîter avec une réservation
qui est demi-circulaire ici, et dans lequel, dans les blocs supérieurs, vous avez une réservation pour venir les emboîter les uns sur les autres sur l'entièreté des tétons que vous voyez là-bas. Vous avez une deuxième possibilité qui est, vous prenez un bloc béton et vous venez y placer simplement, pour diminuer la quantité de pierre, vous venez mettre une rangée simple de pierres les unes au-dessus des autres. Comme ça, vous n'avez pas toutes les pierres sur toute l'épaisseur du mur. Une troisième possibilité encore, c'est de travailler avec des pierres fendues. Donc, ce sont des plaques de pierre qui font 3 à 4 cm d'épaisseur grand maximum. Et vous venez donc placer votre ciment-colle tout autour ici de votre mur. Et une fois que le ciment-colle est placé, vous venez poser et calpiner l'entièreté de vos briques fendues comme vous le souhaitez. C'est bien évidemment cette solution moins chère que celle-ci, qui est encore moins chère que le mur en pierre plein. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc vous avez un mur en cette époque où ce sont des blocs creux coulés sur place dans lesquels on place le béton, donc dans les creux, et on vient placer en parement juste devant nos différentes pierres. L'avantage de travailler avec ces pierres, c'est le côté esthétique. Vous voyez qu'on peut faire des rosaces, des motifs particuliers, on peut vraiment se donner libre cours à ses envies, à la possibilité qu'on a au niveau de la texture ou même des couleurs. Là, c'est vraiment carte blanche en termes d'esthétisme. Alors, ce qui grave un petit peu le choix de ce mur, c'est bien évidemment son prix. On est à 250 € du mètre carré, qui est quand même relativement élevé. On a l'esthétisme qui, forcément, est indéniable et qui amène une plus-value au mur. On privilégie quand même relativement souvent dans ces types de murs les granites ou les porphyres. Voilà, c'est-à-dire des pierres qui sont relativement dures. Pourquoi est-ce qu'on privilégie celles-là? De 1, parce qu'elles sont presque intolérantes au gel, donc ça veut dire qu'il gèle ou qu'il gèle pas, il n'y a pas nécessairement de fêlure qui se crée à l'intérieur de la pierre, tandis que les roches friables faites à base de calcaire ou même les schistes faites à base de feuilles de pierre collées les unes sur les autres, là par contre il y a cette notion de non-résistance au gel, et donc là ça peut être plus problématique si vous voulez construire des murs de soutènement avec. Ça peut se faire, mais il faut être bien évidemment très vigilant avec cette possibilité de risque au gel, surtout ici en Belgique. Il faut bien évidemment de la main-d'œuvre qualifiée, puisque aucune pierre n'a le même calibre que l'autre, et donc il faut savoir faire un schéma de calpinage relativement aisé pour la personne qui a l'habitude de le mettre tous les jours, et relativement difficile pour la personne qui le met pour la première fois. Dernier petit mur que je vous montre ici, c'est un mur de soutènement qui est relativement petit en termes de dimension, c'est le mur en briques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de commun et de tout à fait courant. Donc ça, c'est quand même réservé pour des murs qui sont inférieurs à 2 mètres de haut. Et il y a quand même parfois la nécessité de faire une fondation relativement peu large, qui fait 60 cm, et à l'intérieur desquelles vous placerez 3 barres de diamètre 10, ou voire même de diamètre 12, et ça suffira largement. Ok ? On peut avoir, maintenant je dis bien, on peut avoir des murs qui sont un peu plus fins que 40 cm d'épaisseur, mais ça veut dire qu'alors, c'est pas des murs qui sont très très épais, et qui donc dès lors ne reprennent pas énormément de charge. Maintenant, pour des murs qui sont relativement à une gamme au-delà des 80 cm, on exige quand même la plupart du temps un minimum de 40 cm d'épaisseur. Voilà qui clôture votre première vidéo sur votre chapitre numéro 3